les organisateurs ont eu la très bonne idée de me confier le rapport introductif et je ne les en remercie pas dans une logique schizophrénique que je commence à bien maîtriser. À la réflexion, le sujet que je vais essayer de vous traiter, et vous le savez déjà, infaisable, ce n'est pas du tout pour en rajouter, mais c'est un sujet sur lequel je vais essayer de vous donner quelques éléments et que j'ai intitulé « Les finances locales et la décentralisation, destins liés ou croisés ». La décentralisation attire logiquement sur elle l'essentiel des réflexions sur les relations entre l'État et les collectivités locales produites depuis ces 40 dernières années. Si la théorie de la décentralisation a largement mobilisé les administrativistes et les constitutionnalistes, les spécialistes des finances publiques savent bien que la dimension financière de la décentralisation est une part importante des interrogations sur celle-ci depuis l'origine, même si cet aspect n'est pas toujours mis en avant. S'agissant précisément des finances locales, le renforcement de son importance et des études y afférentes pendant les 40 années coïncide justement avec la relance du processus de décentralisation qui a eu lieu par les lois de 1982. De telle manière qu'aujourd'hui, les deux, finances locales et décentralisation, sont aujourd'hui liées, alors même que leurs différences peuvent clairement justifier des études distinctes. À l'occasion donc des 40 ans des lois de 82, la réflexion proposée ici vise à s'interroger sur la pertinence du lien entre la théorie de la décentralisation et les finances locales. Et on essaiera de démontrer en quelques minutes qu'au fur et à mesure que la décentralisation s'est imposée comme une modalité essentielle de l'organisation de l'État, la dimension financière de celle-ci s'est développée sans que les finances locales n'en fassent réellement autant. Pour reprendre le titre de ce rapport introductif, on peut parler d'un destin croisé. La décentralisation a acquis une dimension financière forte et dans le même temps, les finances locales ont connu une dilution progressive comme objet d'étude particulier. Néanmoins, et c'est certains paradoxes, leur destin est également lié. Plus l'autonomie financière réelle des collectivités locales s'affaiblissait, plus la dimension financière de la décentralisation s'imposait. C'est ce paradoxe qu'il nous faut en premier lieu exposer. Les finances locales ont influencé fortement la décentralisation ces 40 dernières années et elles sont passées du rôle de levier essentiel de la décentralisation à celui de frein important à cette dernière, qui justifie de s'interroger aujourd'hui, et ce sera le cadre du colloque, sur ce paradoxe. Donc, on peut dire que je vais essayer de vous exposer rapidement ces trois points. Le levier, le frein et le paradoxe. Donc les finances, d'abord les finances locales comme levier essentiel de la décentralisation. Dès 1982, on a un triple phénomène qui illustre l'apport des finances locales à la décentralisation. Il s'agit assez simplement de la compensation financière, principe de compensation, de la dynamique des finances locales induite et de la place des revendications liées à la fiscalité locale. Je vais reprendre ces trois points. En premier lieu, la compensation financière a permis à la décentralisation d'être un succès. La loi du 2 mars 82 a posé dans son article 102 une formule que l'on connaît: tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État et les collectivités territoriales ou la région sera compensé par un transfert de ressources. Il est rajouté, vous le savez, que ces ressources seront équivalentes aux charges existantes à la date du transfert et devront évoluer comme la dotation globale de fonctionnement. Ce principe a trouvé consécration 20 ans plus tard dans la révision constitutionnelle de 2003 à travers l'article 72-2 qui formule ceci de façon un peu plus subtile et plus complexe. Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Et puis on rajoute la fameuse formule: toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. Ce principe de compensation, il faut vraiment le reconnaître, fut une condition sine qua non de la réussite de la décentralisation. Même si la notion de coût historique qu'on vient d'évoquer est celle qui a posé le plus de difficultés.
Et progressivement, l'État a posé des règles, et la jurisprudence également. Vous les connaissez également, je les rappelle ici. La compensation financière doit être intégrale, concomitante, contrôlée et conforme à l'objectif d'autonomie financière inscrit dans la Constitution. Là aussi, à l'oral, je ne développerai pas ces aspects, plutôt dans la contribution écrite, mais ces règles, on le sait, n'ont résolu qu'une partie des difficultés, mais ont permis de fixer quand même un cadre rassurant qui fait que la compensation s'est quand même imposée comme un principe tout au moins symbolique pour les élus locaux. Le deuxième point qui est en lien, c'est la dynamique des finances locales qui a été un moteur de transformation locale. Il faut quand même imaginer ce qui s'est passé dans ces 40 dernières années. L'accroissement des dépenses des collectivités a fait l'objet de débats nourris, mais le constat, même si l'analyse est difficile, le constat, lui, est facile. En valeur, en reprenant les chiffres de l'INSEE, les dépenses des administrations publiques locales sont passées d'équivalent de 56,3 milliards d'euros en 1983 à 270 milliards d'euros en 2020. Donc, de la même façon et dans le même temps, leur part dans le produit intérieur brut a cru de plus de 3 points sur cette période pour atteindre 11,7% du PIB en 2020. Donc, la multiplication des dépenses locales en 40 ans a été spectaculaire, multipliée par 5, pour faire simple. S'agissant du type de dépenses, là aussi, assez classiquement, la décentralisation a d'abord accru l'investissement local. Le chiffre qui est officiel, repris par l'INSEE, mais qui est bien connu, c'est que l'investissement local représente 70% environ de l'investissement public. Dans les années 80 et 90, les transferts de compétences ont provoqué une hausse soutenue de l'investissement, principalement dans le domaine scolaire. Et ce mouvement, finalement, depuis la crise de 2009, ce mouvement d'investissement s'est dérégulé sous la double influence du contexte économique, bien sûr, mais aussi des mesures de rationalisation des dépenses que l'on va évoquer ensuite. Néanmoins, la dynamique des dépenses locales demeure un levier de la décentralisation, même si son usage peut paraître plus complexe actuellement. Enfin, la troisième et dernière illustration du rôle essentiel des finances locales dans la décentralisation peut être évoquée à travers la place de la fiscalité locale que j'appellerais comme étendard de l'autonomie locale. On ne reviendra pas ici sur les questions techniques liées à la fiscalité locale et la complexification. Je signale que le rapport Guichard, déjà en 1975, parlait de la fiscalité locale comme un inextricable roncier. La formule était assez marquante. Mais il faut en revanche rappeler l'importance de la fiscalité locale comme élément de revendication de l'autonomie locale. Et cet élément est très ancien. Michel Bouvier nous a rappelé à l'instant que dès 1791, les assemblées locales ont été érigées en administration fiscale chargée d'évaluer les propriétés foncières sur leur territoire, mais pour mettre en œuvre une fiscalité nationale et non pas locale, avec un succès d'ailleurs très relatif à l'époque, ce qui entraîna néanmoins le début de l'ambiguïté entre le local et le national sur le plan fiscal. Avec les centimes additionnels, la fiscalité locale apparaît en lien avec la fiscalité d'État. L'objectif était à l'époque de permettre aux municipalités de se financer après la disparition des impositions indirectes à la Révolution, qui étaient sous l'Ancien Régime leur principale ressource. Mais il fallut attendre, et ça aussi il faut le rappeler, la loi de finances du 18 juillet 1892 pour que fût consacrée la séparation entre finances étatiques et locales, sur le plan comptable tout au moins. Néanmoins, les finances locales, la fiscalité locale est devenue à partir de cette époque symboliquement indissociable d'une certaine autonomie locale. Alors, il est vrai que dans cet environnement où j'ai en face de moi énormément de spécialistes des finances locales, difficile de citer un auteur parmi d'autres, mais je me permettrai néanmoins de citer la contribution de Robert Herzog dans le volume 3 de l'histoire des finances publiques, lorsqu'il s'interroge sur le paradoxe des finances locales. La formule est importante sur la localisation des impôts locaux. Je le cite, il précise que la localisation de l'assiette se rattache à la démocratie. Il faut une relation politique directe entre l'autorité qui prélève l'impôt et qui décide de son emploi et les consommateurs de biens collectifs qui payent ainsi le prix des services reçus.
Ce rapport est nécessaire à la fois pour éviter l'irresponsabilité et la démagogie des gouvernants locaux, pour limiter la demande des habitants à un niveau de service qu'ils sont eux-mêmes prêts à payer, et enfin, pour assurer le contrôle des électeurs consommateurs sur les élus producteurs. Mais en même temps, et c'est ça qui devient véritablement intéressant, il rappelle que la localisation de la matière imposable a pour corollaire les inégalités entre collectivités et entre contribuables. Le choix de matière imposable peu moderne, un encadrement du pouvoir des autorités locales et l'obligation de pallier ces insuffisances par des transferts en provenance des collectivités de plus grande dimension. Et pour conclure, et c'est intéressant parce que là, on a la naissance du paradoxe, le caractère local de la fiscalité locale porte ainsi en lui-même ses propres contradictions, dont la plus importante est qu'il exige des concours et des contrôles nationaux qui en sont la négation. Et donc là, on a la base de la réflexion. Cette importance de la fiscalité locale s'est néanmoins prolongée par la revendication importante des élus locaux, soutenue par la doctrine, d'une nécessaire autonomie fiscale locale. La décentralisation réelle devant être pour les élus portée par le pouvoir fiscal. Et là, je citerai Michel Bouvier, qui l'a énoncé de façon très claire, il n'est pas, d'une manière générale, de pouvoir politique autonome sans pouvoir fiscal. Cette revendication d'une autonomie financière, fiscale à dimension politique constitue à la fois le point d'orgue des finances locales comme levier de la décentralisation et finalement le point de bascule où les finances locales deviennent un frein à la décentralisation. C'est la deuxième idée, les finances locales comme frein important à la décentralisation. Et c'est tout le paradoxe des relations entre les finances locales et la décentralisation. L'accession à une décentralisation pleine et entière requiert, selon les acteurs, une dimension financière autonome laissée aux élus locaux. Cette liberté, qui était considérée en 1982 à portée de main, a progressivement subi le poids des contraintes financières. Alors, on ne va pas toutes les lister, mais on reprendra l'essentiel de cette évolution progressive durant ces 40 dernières années. Dans un premier temps, on ne peut pas ne pas le citer, c'est évidemment la construction de l'union économique et monétaire et à partir du traité de Maastricht en 1992, et finalement simplement 10 ans après les lois de décentralisation, et puis la signature du traité d'Amsterdam en 1997, qui initie un changement essentiel de perspective, et on sait lequel, puisque la dette publique au sens de Maastricht est entendue dans sa version, évidemment, de globalisation, État, organismes d'administration centrale, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale. Alors, ce n'est pas véritablement une novation totale, puisque le Conseil constitutionnel, dès 1961, avait estimé que la charge publique devait s'entendre de façon large en incluant les dépenses de sécurité sociale notamment, et dès 1964, il avait aussi précisé que le Parlement devait prescrire pour sa propre information des détails sur tous les comptes des administrations fonctionnant avec des fonds publics. Donc, ce n'est pas une innovation véritablement, cette vision globale. Mais, s'agissant des aspects constitutionnels, il n'y avait pas de référence à cette globalisation des finances publiques. Et il a fallu attendre 1996 avec, effectivement, la consécration des lois de financement de la sécurité sociale dans la Constitution et évidemment 2003 pour l'intégration de la dimension locale des finances. La révision de 2008 clôturant tout ceci en intégrant dans son article 47-2 de la Constitution la notion de compte des administrations publiques. Et donc finalement, l'artifice de la notion de finance locale est mis à jour sous influence européenne. Les finances locales dépendent des finances nationales et inversement. Dans un deuxième temps, la crise financière à compter de 2009 impose une maîtrise des finances publiques logiquement élargie aux finances locales. Alors là, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des transferts financiers de l'État et des dotations, mais il faut simplement d'un mot rappeler que chaque année, ces transferts s'élèvent à près de 100 milliards d'euros, que les concours financiers directement destinés aux collectivités représentent près de 50% de l'ensemble, et depuis 2014, ces derniers ont subi une baisse considérable, même si l'encadrement de ces flux financiers est plus ancien. Je rappellerai, 1996 déjà, contractualisation État-collectivité,
pacte de stabilité financière, indexation des dotations sur l'inflation et la hausse du PIB pour encadrer la hausse des dotations. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais après la crise de 2009, la recherche de la maîtrise des dépenses prend une autre forme. Et là, ça devient très, très net, puisque la baisse des dotations et de la dotation globale de fonctionnement entre 2015 et 2017 a été de près de 10 milliards, ce qui est considérable. Même s'il y a une stabilisation aujourd'hui, on a une baisse qui n'est pas véritablement compensée. La contractualisation financière en suspens depuis la crise sanitaire a constitué à partir de 2018 un autre moyen d'agir, mais cette fois sur les finances locales, sur leur volet dépenses, par une limitation des dépenses de fonctionnement. On l'a vu, c'est suspendu, mais en le pressant, ça reviendra dans la nouvelle loi de programmation, d'une façon ou d'une autre. Donc tous ces éléments, limitatifs sur les recettes comme sur les dépenses, traduisent également comment le cadre unitaire de l'État et les choix en matière de décentralisation traduisent l'influence des finances locales comme frein à la décentralisation. Et effectivement, c'est un dernier point sur ces freins. Sur le plan institutionnel, la logique financière de recherche d'économie a conduit à transformer la France, concrètement. C'est-à-dire que sur le plan de la réforme territoriale, on a, dès 2010, les aspects financiers sont mis en avant, comprennent le rapport Balladur de 2009 et tous les exposés des motifs de toutes les lois de décentralisation, que ce soit la loi de réforme de collectivité territoriale de 2010 et les lois qui se sont succédées de 2012 à 2015, loi MAPTAM, loi sur la délimitation des régions, loi NOTRe, toutes ces lois ont une logique de réduction des dépenses et de réduction des coûts. Évidemment, la loi 3DS du 21 février 2022, même si elle complexifie l'ensemble, elle garde en arrière-plan l'objectif d'économie. Et on le retrouve dans les exposés des motifs. Étudier les finances locales 40 ans après les lois de décentralisation peut sembler donc déboucher sur une sorte de paradoxe. Les finances locales apparaissant à la fois comme un atout essentiel et une contrainte majeure de la décentralisation. Donc ce paradoxe, finalement, maintenant que je l'ai posé, c'est à vous de le régler, si j'ose dire, puisque ce paradoxe va nourrir le débat jusqu'à demain et confirmer que les deux concepts sont autant inséparables qu'ambigus. Le colloque qui débute va se confronter à toutes les difficultés évoquées en essayant de ne pas en esquiver. Donc, il me reste simplement à planter le décor, si j'ose dire, et laisser les acteurs s'exprimer. Pour ce faire, je vous explique simplement la concrétisation. 3 demi-journées seront nécessaires qui porteront pour chacune une part de la réflexion d'ensemble. Je souhaite ici remercier l'ensemble des intervenants et les présidents de séance et de table ronde qui auront la difficile tâche d'essayer de clarifier ce paradoxe. Nous commencerons cet après-midi dans quelques secondes sous la présidence de Xavier Cabane, que je laisserai bien évidemment présenter les intervenants, pour réfléchir sur les malentendus persistants. Les relations entre les finances locales et la décentralisation entraînant depuis l'origine des malentendus, j'en ai cité déjà quelques-uns. Demain matin, nous partirons de ces malentendus pour mesurer dans le cadre de la deuxième demi-journée, donc ça sera sous la présidence d'Antoinette Hastings, je remercie d'avoir accepté cette présidence, sur les transformations des finances locales. Après avoir vu ces malentendus, quelles sont les transformations en cours? Comment les finances locales ont évolué ces dernières années et qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien, enfin, la dernière journée sous la présidence de Mathieu Conan, sera consacrée aux perspectives. Et là, c'est qu'est-ce qu'il reste à faire et qu'est-ce que va pouvoir se faire dans l'avenir avec une vision prospective, non pas sur ce qui est déjà fait, mais ce qui pourrait se faire. Il restera à Robert Herzog, et je le remercie véritablement, la mission la plus redoutable, mais qu'il a acceptée, dont je me réjouis, de nous proposer une synthèse de nos débats. J'ajouterai simplement que ce colloque, comme je l'ai dit, sera publié à la Revue française de finances publiques. Je remercie encore Marie-Christine Esclassan et Michel Bouvier encore dans ce contexte d'avoir été présents. Merci beaucoup de leur confiance. Ce colloque est filmé et diffusé en même temps sur un webinaire. Il est suivi en parallèle, ce qui nous permettra, je l'espère, aujourd'hui d'avoir un débat à plusieurs moments, y compris avec la salle et avec le webinaire.
Enfin, mes derniers mots pour conclure et lancer cette journée avec optimisme sur les finances locales et la décentralisation. Je vous laisserai méditer en regardant la première page du programme, ces mots d'Albert Camus. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. On retrouve toujours son fardeau, mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Je vous remercie.